Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonjour. Le mois de la femme se poursuit et nous voici une fois encore au féminin sur l'autoroute du succès. Et comme vous le voyez déjà, deux Amazones empruntent l'autoroute du succès ce jeudi 23 mars 2023. Le thème central de l'édition 2023 de la Journée internationale de la femme est intitulée « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Alors, cette année, il est mis en lumière le rôle de la technologie et l'innovation dans l'avancement de l'égalité genre. Mais puisque nous sommes sur l'autoroute du succès, et que le pouvoir est aux entreprises, le thème du jour chez nous ici est intitulé « Entrepreneuriat féminin, freins, atouts et opportunités ». Pour aborder tous ces sujets aujourd'hui, nous avons deux chefs d'entreprise, XXL. Nous avons deux femmes d'impact. Nous avons deux Amazones du bien-être sur ce plateau de l'autoroute du succès. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Merci d'être là sur ce plateau. Et comme vous le constatez, nous allons retracer ensemble avec nos deux invités d'abord leur parcours. Et puis après, nous allons faire incursion un peu dans leur début. Nous allons aborder les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien dans le management de leur entreprise, et aussi nous allons aborder les grands succès avec elles avant de nous plonger véritablement dans le thème du jour. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien. Très bien, je vais très Alors, le mois de la femme, comment ça se fait? Comment ça se passe puisque nous sommes toujours en mars? Bonjour chers téléspectateurs, bonjour monsieur. Et mars, le mois de mars, c'est le mois de la femme, le mois où on célèbre la femme. Et je voudrais avant tout profiter de cette occasion pour dire bravo à toutes les femmes et pour leur souhaiter un très bon mois de mars. Que vivement que tout ce que les femmes font pour contribuer au développement socio-économique du monde puisse être apprécié à sa juste valeur. Je suis Madame Couton Armel, directrice générale de la société Biscarassa, une société qui est dans l'agroalimentaire, qui est dans la transformation agroalimentaire et plus précisément dans la production et la commercialisation des biscuits biscolets, que vous connaissez sans doute. Exactement. Et des produits bébé nutri. Quand je dis produits bébé nutri, c'est les biscuits bébé nutri et la farine bébé nutri qui sont faits à base de nos céréales et légumineuses. Voilà, donc voilà ce que nous faisons. D'accord. J'ai commencé, je vais dire, cette aventure, mais une aventure heureuse, et ce n'est pas une aventure malheureuse. Je l'ai commencé depuis 2003. En effet, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat depuis que j'étais jeune, j'aimais faire de petits commerces. Pendant les vacances, acheter des petits biscuits, des bonbons, et je le faisais. Donc après mes études universitaires, quand je suis revenue de la Bulgarie où j'ai eu l'opportunité d'aller suivre ma formation, je me suis lancée dans la création d'une blanchisserie. J'ai géré la blanchisserie pendant un temps. Après, j'ai ouvert un supermarché que j'ai aussi géré pendant un temps. Et en 2000, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis pour faire mon master en business administration. Donc de 2000 en 2003, j'ai obtenu mon master et j'ai décidé de revenir au Bénin. Bien avant cela,
quand j'étais adolescente, je voyais des enfants mourir de la malnutrition ou souffrir de la malnutrition. Donc, dans ma tête, c'était qu'il faut trouver une solution contre ce fléau qui sévit jusqu'à aujourd'hui. Donc, déjà aux États-Unis, quand je faisais mes études, c'était clair dans ma tête que je dois revenir et c'était aussi clair dans ma tête qu'il faut trouver une solution pour ce fléau. Donc c'est là où je suis tombée sur un article qui parlait des bienfaits des arachides, de la pâte d'arachide sur la santé. Et c'est là où j'ai décidé de faire quelque chose à base d'arachide. Déjà depuis les États-Unis. Et quand je suis rentrée, aussitôt je me suis lancée, j'ai fait les tout premiers biscuits à base d'arachide que j'ai mis sur le marché. Et j'ai commencé tout à l'heure, vous avez demandé le capital, puisque c'est des biscuits qu'il s'agit, il me fallait un four bien sûr, et c'est ça qui a été le gros capital, c'était autour de 600 000 francs. Mais après cela, j'ai réellement commencé avec, disons, 1 kilo de farine de blé. Et dans la cuisine de ma grande sœur, que j'ai commencé à faire mes tout premiers biscuits. Et quand je l'ai fait, j'ai partagé autour de moi, écoutez, voir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon. Et les gens ont apprécié, donc finalement je me suis lancée. Je vais dire autour d'1 million quand même que j'ai commencé. Mais autour d'1 million, comment est-ce que ça a été mobilisé? À l'époque étudiante, hein? Non, je suis revenue, mais je suis revenue avec un peu d'économie quand même. Des États-Unis. Des États-Unis, je suis revenue avec un peu d'économie. Donc c'est avec cette économie que j'ai lancé en fait mon business. Donc au départ, je n'ai pas eu, puisque l'objectif aussi, ce n'était pas d'ouvrir, de tout de suite d'avoir une grande usine de production de biscuits. Donc petit à petit, je me suis faite, j'ai commencé, comme j'ai dit tantôt, dans la cuisine de ma soeur. Après, quand j'ai trouvé le local moi-même, j'ai continué à faire mes biscuits. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans la production des biscuits. Mais les biscuits aux arachides, ils n'ont pas... la population tout de suite, ils ont apprécié. Mais avec le temps, ils ont commencé à ne plus aimer parce qu'ils se disent que l'arachide, ce n'est pas bon pour la santé, l'arachide, ça apporte ceci, ça apporte cela. Donc, il y avait une réticence vis-à-vis du produit et surtout parce qu'il y avait de l'arachide dedans. Donc, un jour, il m'est arrivé à l'esprit de remplacer l'arachide par le lait, ce que j'ai fait. Et c'est ce qui a donné le biscolet que tout le monde aime aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'ai fait sortir les biscuits biscolets. Et la formation, avant de commencer par produire les biscuits, vous avez suivi une formation? Non, pas du tout. Comment est-ce que vous avez commencé? Vous avez réussi à le faire? Bon, ben, en cherchant, il y a des recettes de biscuits. Il y a des recettes de biscuits qui sont partout, mais après c'est de l'adapter, c'est travailler, c'est pas prendre et puis mettre ici, voilà la recette, tac, ça va donner ceci. C'est en améliorant la recette, en travaillant. Quand on dit recette, c'est pas une seule fois. Tu fais des essais, tu peux faire 10 000 essais. Tu le fais des fois, moi il m'arrive de faire, de déposer et d'oublier. Quand ça ne donne pas, tu laisses et tu reviens là-dessus, tu fais une autre recette et puis jusqu'au moment où tu trouves la bonne. Donc c'est ce qui s'est passé avec du biscolet. C'est pas que du jour au lendemain je me suis levée, j'ai tout mélangé et j'ai fait sortir. Donc c'est après plusieurs essais que j'ai trouvé le goût qui était apprécié par beaucoup de personnes. Pas une seule personne ou deux personnes, mais fait pour que beaucoup de personnes apprécient. Donc quand c'est comme ça, tu peux dire bon, j'ai trouvé un bon produit. D'accord. Au niveau des biscuits. Comme je le disais tantôt, au départ, ce n'était pas de faire juste des biscuits à mise-bouche. C'était d'apporter un aliment, un produit nutritif. C'est pour ça que j'avais commencé avec l'arachide, des arachides. Mais malheureusement, il y a eu cette réticence. Et en 2012, j'étais là quand quelqu'un m'a demandé de faire une farine à base de nos céréales. Ce que j'ai fait,
Mais le prix qu'il a donné pour prendre le produit, ça ne m'arrangeait pas. Donc j'ai laissé la farine et je me suis levée, j'ai dit, bon, je vais transformer cette farine en biscuit. Ce que j'ai fait. Et quand j'ai transformé la farine en biscuit, ça m'a donné des biscuits enrichis, très riches en protéines et en vitamines. Et du coup, j'ai même demandé à ce qu'on m'amène un enfant malnutri. Et on m'a amené un enfant malnutri il y avait l'œdème partout, des plaies partout dans la bouche, sur le corps. Le pus sortait de l'oreille. La maman m'a dit, elle a dépensé tout son argent, je ne sais pas si c'est vrai. Mais bref, moi quand j'ai pris l'enfant, je lui ai donné les biscuits. Et au bout de 2 semaines, les plaies se sont cicatrisées. Toutes les plaies se sont cicatrisées. L'enfant qui n'avait pas d'énergie a retrouvé toute son énergie, s'est levé, c'est l'enfant même qui a l'appétit et qui a commencé par demander à manger. Donc, quand j'ai eu ce résultat, j'ai demandé à la maman de me trouver une autre personne et ils ont commencé par amener des enfants. Donc, quand j'ai vu, je me suis rapprochée d'un expert en nutrition et je lui ai montré la formule. J'ai dit, voilà, j'ai l'impression que j'ai trouvé une formule qui peut aider les enfants malnutris. Et là, lui m'a dit, bon, c'est bon, mais il faut faire toutes les analyses, les études avant de dire, j'ai trouvé la formule. Et ce que j'ai fait, pendant 2 ans, on a travaillé, retravaillé la formule, et faire les études, faire les analyses. Et voilà, c'est ce qui a donné les biscuits bébé nutri et la farine bébé nutri. Et je peux jurer aujourd'hui que la farine bébé nutri et les biscuits bébé nutri sont très efficaces dans la prise en charge des enfants malnutris. J'ai eu beaucoup de témoignages. Les études que nous avons faites là-dessus ont montré l'efficacité des produits. Donc voilà. L'entreprise était déjà en route en ce moment-là? Bien sûr, l'entreprise était déjà en route. Quand je suis rentrée des États-Unis en 2003, août 2003 plus précisément, j'ai commencé en septembre 2003 à faire mes premiers biscuits. Donc je ne me suis pas donné du repos. Donc j'ai commencé et depuis, bon, on est là. Et depuis, on est là et ça donne ce que nous savons tous déjà aujourd'hui. Je vous reviens tout à l'heure à vous. Merci, monsieur. On va nous rapprocher de notre invité junior. Au départ, comment est-ce qu'on a agencé pour que ça devienne une entreprise? C'était avec combien? Est-ce que c'est avec les économies? Ou quand vous étiez déjà peut-être employé quelque part, vous avez fait quelques économies? Quel était le montant, disons le capital de base? Voilà, d'abord bonjour téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Et je ne dirais pas bonne fête aux femmes, mais je dis bonne réflexion, quand bien même c'est un moment de réduction personnelle, parce que être femme, ce n'est pas forcément un vent qui coule. Voilà, et donc pour ma part, en fait, j'étais dans une entreprise et directrice commerciale. Et après, je suis partie de cette entreprise. Quelle année déjà? En 2018. Ok. J'ai quitté en 2018 et c'est là que je n'ai pas réfléchi. En fait, j'avais déjà une idée parce que étant commerciale, parce que je suis une commerciale, je suis allée dans beaucoup d'entreprises, des primos, comme des entreprises déjà sur le terrain, déjà aguerries. Et j'ai pu remarquer que beaucoup de primo-entrepreneurs ont un problème de marketing, d'action commerciale. C'est-à-dire, il y a différentes catégories de chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui, pour la plupart d'ailleurs, ne prennent pas en compte le marketing, l'action commerciale, ne savent pas ce que c'est. Il y a d'autres qui étaient en entreprise, ont créé l'entreprise, ou d'autres ont quitté les études et ont créé l'entreprise, ou d'une autre manière. Mais toujours est-il que le côté marketing, action commerciale, ce n'est pas aussi évident que ça, ou à défaut, même s'ils prennent quelqu'un et tout, ils mélangent tout. Vous comprenez, pour eux, c'est la vente. Or, avant la vente, il y a la vente. C'est ça. Comme on peut dire, la pré-vente. Exactement. Et après la vente, il y a aussi la vente qui est le service après-vente et qui est assez délicat que beaucoup négligent. Et donc, je me suis dit, ah, tiens, pourquoi ne pas les accompagner
Et c'est là que je me suis positionnée dans le marketing 300 degrés et action commerciale. D'abord, j'ai ouvert la société avec 1 million. Donc, déjà au début? Oui, au début. C'était en quelle année déjà? Bon, là, c'était faire pour l'entreprise en 2020. D'accord, en 2020. C'est avec 1 million. Et donc, c'est demain j'ai puisé pour commencer par faire mes productions. Pour la première production. Pour les jeunes entrepreneurs ou bien aspirants au métier, comment est-ce que vous avez eu les 1 million? D'accord. Je vous ai dit que j'étais dans une entreprise. Et donc j'avais mes propres économies. Voilà, donc c'est pour dire que quand vous avez une vision aussi lointaine et que vous avez un plan dans votre tête, vous devez commencer par réfléchir, par pouvoir économiser. Et de ce que quand vous allez dans votre secteur d'activité, vous voyez à peu près de combien vous avez besoin. Si pour pouvoir mobiliser les fonds, soit c'est vous-même, soit c'est pas le système de Love Money. Love Money, c'est pour vos parents, les amis, que vous essayez de convaincre et tout, parce qu'il faut les convaincre d'abord. Bon, et si vos parents n'ont pas du tout de moyens, j'avoue que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a les business angels, d'accord? Il suffit justement que vous croyez en vous, que vous fassiez votre plan, tout est clair, on sait que vous avez la passion pour ce que vous voulez faire, que non seulement vous avez la passion, mais tout ce que vous voulez faire, vous savez comment l'expliquer. Et tout ça là rentre en jeu. Et quand vous êtes devant ces gens, c'est de les chercher d'abord, de les rechercher, voir où est-ce qu'il se trouve cette business angel qui pourrait m'aider. C'est très important parce que des fois, on voit des gens qui ont de très belles idées, mais elles ne savent pas. En tant qu'entrepreneur, vous devez vous dire que vous ne devez plus être seul quand vous êtes entrepreneur. Parce qu'il y a des gens qui étaient là avant vous. Comment ces personnes ont fait pour être là où elles sont. Et vous devez dire comment je fais pour avoir les informations. Et c'est-à-dire quels sont les dispositifs que l'État d'abord met à ma disposition en tant qu'entrepreneur pour ma propre évolution. Vous devez aller vers ces structures-là qui sont à pièces, champs de commerce et bien de suite d'aller chercher. Ne restez pas dans votre petit coin, vous n'allez pas évoluer. D'accord? Et quand vous êtes encore entrepreneur, vous devez vraiment chercher le réseautage. Quelqu'un qui a une petite information, etc. et tout, c'est très important que vous soyez entouré d'une manière ou d'une autre. Donc pour la recherche de fonds, il y a aussi une stratégie qu'il ne faut pas oublier. La stratégie est laquelle? Quand vous savez que vous avez peut-être une idée d'entreprise qui demande assez de fonds, gardez votre idée d'entreprise en tête, d'accord? Mais vous devez aller par des voies détournées pour y aller. Les voies détournées, c'est quoi? Soit vous faites autre chose, que vous ramenez de l'argent, vous allez, ou tout simplement dans une entreprise, vous êtes salarié pour un temps, ou faire carrément vendre autre chose, peut-être que ce n'est pas forcément ce que votre idée première. Mais vous devez faire tout possible pour travailler sur votre idée d'entreprise en sourdine, en économisant jusqu'à y aller, en cherchant les informations, tout ce qu'il faut pour que votre idée d'entreprise voit le jour. Pourquoi? Parce qu'une idée d'entreprise, comme j'aime à le dire, c'est le Dieu qui vous a mis ça en tête. C'est pour résoudre un problème qui survient à vous-même ou à votre entourage, votre communauté ou peut-être même votre continent. Par rapport au sirop ginseng, sirop ginseng, c'est un sirop en fait que je faisais pour moi-même à la maison. J'ai remarqué que tout de suite les gens appréciaient. D'accord? J'aime bien le miel, c'est pas si c'est d'année du miel, mais ça pourrait remplacer pour tous ceux qui ont un problème avec le miel. Déjà, il faut comprendre que le miel ne va pas au feu. Il y a cette erreur que vous commettez. D'accord? À moins que vous ayez vraiment de façon, je ne sais pas, avec la technologie, stabiliser ce miel pour pouvoir l'utiliser. Mais si vous l'utilisez brut, déjà à 40 degrés, 45 degrés, les éléments du miel sont déjà détruits. Les gens ne savent pas. Même quand vous avez votre thé, vous devez refroidir votre thé à un certain degré avant de pouvoir mettre le miel. Sinon, vous n'avez que le nom de miel. D'accord? Ou son odeur. Il y a d'autres en plus qui ne supportent pas du tout. Donc, comment on fait quand même pour que cela, parce que c'est une innovation alimentaire, parce que c'est les plantes aromatiques et épices, et dedans il y a plus de, les gens ne comprennent pas, mais ne prennent pas conscience, plus de 20 produits qui sont dedans. Dans le sirop ginseng qui fait cette particularité-là, qui vous apporte un bien-être déjà. C'est un sirop multifonction. Vous pouvez le prendre déjà comme thé, vous accompagner quand vous êtes un peu fatigué, la grippe, un peu malade. Ça vous accompagne à vous ressourcer. Je ne dirais pas que ça guérit, mais vous savez ce que c'est, ce que sont les plantes aromatiques médicinales.
Et puis ça vous aide, vous avez les comptes qui sont à la cuisine, les bébés qui sont à la cuisine, et vous savez que quand d'aucuns on a des petits mots, on va. Donc tout y est, il y a le curcuma. Donc si vous avez un problème avec la couleur du curcuma à la main, moi il a travaillé pour vous. Déjà, et donc c'est là, quand vous prenez, vous allez apprendre et puis c'est sucré, vous dosez. Et avec ce sirop en plus, vous pouvez faire des cocktails ou des mocktails. Cocktails alcoolisés et tout, ça se marie avec tous les liquides du plus simple qui est l'eau, au plus compliqué, même avec champagne, whisky, bière, pour ceux qui prennent de l'alcool. Et nous ne prenons pas l'alcool, c'est ceux qui ont essayé de faire les mélanges, qui ont dit, ah tiens, c'est délicieux. Donc, on veut leur apporter de la valeur, mais en sachant que l'alcool, et le prendre de façon modérée. D'accord? Voilà. Et ce sirop, en plus, vous pouvez prendre ça comme tartine. Voilà. Et c'est une étape avant le caramel. Donc, en continuant la cuisson, ça c'est percé pour même saucer votre glace et prendre, faire même beaucoup de choses avec. Et ça fait aussi de barbecue, de vinaigrette et selon votre imagination. Donc, c'est orienté restaurant, ceux qui font l'été, voilà, et tout, et même à la cuisine. Quand vous êtes au bureau fatigué, vous prenez ce thé, là, avec du citron, vous êtes requinqué. Et aussi, c'est un sirop qui vous pouvez faire le masque de visage avec, et ça vous rajeunit, ça nourrit votre peau. Et je vous le promets. Il y a beaucoup d'instituts de beauté qui utilisent toutes celles qui sont investies dans le naturel. D'accord, ça me fait même aussi sur les cheveux, celles qui ont les cheveux naturels. Et voilà, c'est très bien et tout, et ça a beaucoup d'autres vertus. Maintenant, encore plus, je dirais aussi que ce sirop nous a permis aussi, parce qu'on avait les résidus et tout, donc on a fait sortir son savon, qui est un savon gommant, aussi qui a les mêmes vertus que le sirop pour la peau. D'accord, donc vous pouvez gommer votre peau, ça peut même remplacer votre éponge, vous n'avez plus besoin d'éponge, parce que même vous remarquerez, quand vous l'aurez acheté, ça va gincer. Voilà, et donc nous, notre but majeur, c'est d'apporter aux autres, d'abord à nous-mêmes d'abord, et aux autres, tout ce que nous savons faire. Nous savons faire pour essayer d'amener notre population aussi loin. Maintenant, nous, notre première cible, sinon, nous, c'est d'abord béninois d'abord. Un produit hautement béninois et notre clientèle, elle est béninoise. J'insiste dessus parce que c'est pas forcément quand on a notre produit, il faut qu'il y a des CES. C'est vrai, ce n'est pas mauvais. D'accord? Mais nous sommes 11 millions de béninois et plus. On n'arrive même pas, si vous n'avez pas géré, voilà, ceux-là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est plus facile de grignoter un peu les parts de marché, surtout le territoire béninois. Donc, nous aimerions que la population béninoise nous accompagne, parce que si un peuple doit évoluer, c'est par lui-même. Voilà, en soutenant les producteurs locaux, en leur donnant de la crédibilité, de la valeur, et en plus de ça, nous pouvons engager plus de personnes, parce que pour le moment, nous sommes avec des occasionnels, voilà, parce qu'on ne peut pas encore soutenir une grosse charge. Maintenant, en nous soutenant par rapport à la production, nous valorisons aussi les producteurs, les maraîchers qui nous fournissent les plantes aromatiques, épices et tout ça. Donc, et mon rêve, c'est que tous les Béninois connaissent ce sirop de Cotonou jusqu'au fin fond du Bénin. Jusqu'à tout. Oui, et c'est pour ça que nous avons fait un prix accessible pour que tout le monde puisse quand même se procurer ce sirop-là. On revient encore à notre invité senior, mais cette fois-ci, nous allons beaucoup plus aller dans le vif du sujet. Le vif du sujet aujourd'hui, c'est entrepreneur féminin, freins, atouts et opportunités. Alors, en tant que femme, quand vous avez démarré votre entreprise, est-ce qu'il y a eu, disons, au départ, beaucoup d'obstacles? Je vous remercie et je voudrais juste rebondir sur ce que Madame Salama a dit par rapport au conseil quand vous voulez démarrer, que vous avez votre idée et que vous voulez démarrer un business. Quand vous avez votre idée et que vous n'avez pas l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qu'elle a dit. Exactement. Il faut recourir à des... comment tu l'as appelé? Love money. Recourir au système de love money ou bien de business angel. Mais ce que moi je vais recommander aussi,
c'est qu'il faut avoir quelque chose, je ne sais pas. Quand vous allez rencontrer quelqu'un et que vous dites, voilà, moi, l'idée que j'ai déjà mobilisé, ou bien moi-même, j'apporte un montant et je suis à la recherche de compléments, c'est plus facile que de dire, voilà, j'ai mon idée, mais je n'ai rien. Aidez-moi à le faire. Vous avez vu dans mon cas, moi j'avais déjà mes petites économies. Madame Salamat aussi avait ses économies. Et comme elle a dit, il ne faut pas être pressé quand vous voulez entreprendre. Vous avez déjà votre idée. Si vous n'avez pas l'argent, si c'est des petits commerces qu'il faut faire pour avoir des économies, il faut le faire. Si c'est aller travailler quelque part pendant quelque temps, pour avoir ces économies, il faut le faire. Mais moi, aller vers les business angels, qui n'est pas toujours évident, les trouver, ce n'est pas toujours facile. Les convaincre, c'est encore difficile. Surtout que quand vous-même, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous voulez faire, c'est difficile de convaincre l'autre. Donc, il faut être d'abord convaincu de l'idée, de ce que vous voulez faire. Trouvez vous-même l'argent qu'il faut, même si c'est, je ne sais pas, le dixième ou le millième de ce qu'il vous faut, ben, présentez quelque chose, montrez que vous-même vous avez fait un petit effort. Et quand vous montrez que vous avez fait un petit effort, les gens sont prêts à vous aider. Même vos parents, si vous ne montrez pas que vous êtes en train de faire un effort et que vous vous levez, vous dites, papa, j'ai une idée, je vais aller en entrepreneuriat, donne-moi de l'argent. Je crois que papa va te dire, écoute mon garçon ou ma fille, et il faut bien réfléchir d'abord. Mollo, mollo. Donc, mollo, 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 mollo. Donc, je vous invite, quand vous avez votre idée et que c'est une très belle idée, souffrez pendant quelques mois pour faire de petits commerces, de petits jobs, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Mais Quelques mois, c'est peu, non? Parce que pour mobiliser, il faut beaucoup de temps. Oui, mais la crainte, c'est que si peut-être pendant ce temps-là, et si quelqu'un d'autre pique mon projet, je fais comment? Oui, mais si c'est vrai que quand vous avez votre idée, sachez qu'il y a déjà 10 000 personnes qui ont déjà la même idée. Mais si vous n'avez pas, la difficulté c'est de se promener de business angel chez business angel pour demander de l'argent. Si vous n'êtes pas convaincu et que vous n'apportez pas vous-même, vous ne montrez pas de quoi vous êtes capable, vous n'apportez rien, c'est plus difficile. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui ont de belles idées, mais qui n'arrivent pas à se lever parce que ce n'est pas facile de trouver des business angels. Les love money, ce n'est pas facile aussi de trouver dans votre environnement immédiat des gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans votre projet. Les gens veulent d'abord que tu t'essayes et que tu montres, voilà, j'ai déjà réussi, voilà ce que j'ai pu faire. Si vous avez cette idée, vous n'êtes pas obligé de commencer grand. Commencez toujours petit. Vous commencez petit. Si vous n'avez rien, je ne sais pas l'idée, si vous commencez petit, il faut que vous grandissez et vous montrez aux gens que voilà là où j'ai quitté et voilà ce que j'ai pu faire. Les gens sont prêts à vous accompagner. La preuve, c'est que beaucoup de structures n'investissent pas dans les startups. Les gens veulent toujours que vous essayez, que vous montrez ce que vous savez faire avant d'investir. Donc, ayez de grandes ambitions, ayez de gros projets, mais moi je vous dis, si vous pouvez commencer petit, commencez petit. Commencez petit, prenez le temps de maîtriser votre marché, de connaître le marché, d'abord de connaître votre produit, de connaître votre marché avant d'investir gros. Sinon, plus haut vous êtes et plus bas vous tombez. Alors, pour le cas de la société Biscarasal, est-ce qu'il y a eu des obstacles? Biscarasal, je vais dire, au départ, et de plus en plus, j'en entends parler. Quand vous faites 7 ans d'études universitaires, ce que moi j'ai fait, et que vous sortez avec un master et vous voulez vous lancer dans la transformation agroalimentaire, il y a toujours une réticence. Il y a toujours que
un parent n'est pas toujours d'accord, un parent, de peur que vous ne tombiez ou de peur que tout ce que vous avez appris, vous le mettiez de côté. Et c'est ce qui s'est passé un peu. Je ne vais pas dire que c'était un gros obstacle, mais un de mes parents n'était pas ne voulait pas que je me lance dans la transformation, surtout faire des biscuits. Et le parent ne voulait pas, il m'a dit, tu ne peux pas faire 7 ans d'aller études universitaires, aller en Bulgarie d'abord, et après aux États-Unis, et venir faire ce que tu veux faire là. Donc, c'était ça. Et puis, bon, j'avais le soutien de l'autre côté. Ben, finalement, tout s'est bien passé. Et les deux étaient fiers de moi avant de partir. Les deux sont déjà allés au-delà, donc ils étaient fiers de moi. Donc, c'était le premier obstacle que j'ai pu quand même surmonter sans grande difficulté. C'est expliquer là où tu veux aller aux parents. Les comprendre, pas leur dire non, je veux le faire, non, non. Essayer d'avoir leur bénédiction. Les amener à accepter ton idée et à l'accepter et à te bénir dans ce que tu fais. Quand tu as la bénédiction des parents, la route est plus ou moins balisée. Donc au départ, il y avait cette réticence. Après, j'ai trouvé des mots pour convaincre le parent, pour lui dire ça va aller, juste prie pour moi pour que ça aille. Et puis c'était ça le tout premier frein, mais que j'ai pu... Je suis passée. Et après, bon, je ne veux pas dire les difficultés. Moi, je refuse de parler de difficultés parce qu'en tant qu'entrepreneur, tous les jours, c'est ce que tu surmontes tous les jours, c'est ton quotidien. Donc, ça devient, c'est plus un problème, c'est plus une difficulté, mais tu vis avec. Donc, c'est les difficultés quotidiennes que les entrepreneurs rencontrent. Ou si ce n'est pas le manque de financement, ou tu as besoin de financement, il faut aller, il faut courir, il faut convaincre les investisseurs, il faut convaincre les banquiers. Après, les fournisseurs, comment les convaincre pour qu'ils te livrent des produits de bonne qualité. Sinon, ce sont ces difficultés. Oui, mais déjà, étant femme mariée, est-ce qu'au sein du foyer, comment est-ce qu'on arrive à concilier les responsabilités professionnelles et la vie de famille, parce que ça aussi, ça constitue beaucoup de problèmes au sein des couples. Est-ce que la femme, disons, chef d'entreprise constitue une menace? Je n'en suis pas une. Et je crois que Madame Salavate aussi n'est pas une menace, au contraire. Au contraire, quand vous êtes femme entrepreneur, tout ce que vous apportez dans la maison, tout ce que vous apportez dans la caisse de la maison, c'est énorme. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, le temps, tu n'as plus ton temps. Le temps, voilà. Il y a le sacrifice de temps. Il y a que des fois, tu dois être là pour tes enfants, mais tu n'es pas là pour tes enfants. Ce que tu dois faire, c'est de planifier ce que tu as à faire. Une bonne planification, une bonne communication avec son conjoint, et avec les enfants. C'est de leur expliquer, si tu ne peux pas être là, expliquer les raisons pour lesquelles tu ne peux pas être à tel ou tel événement. Moi, quand je suis dans les biscuits et dans les biscolets, et tout le monde sait qu'à l'approche des fêtes, tout le monde est biscolet, tout le monde aime les amuse-bouches. Ma fille, elle est née en décembre. Donc pour tous ces anniversaires, je ne suis pas là. Et même le jour de Noël, je ne suis pas là, je suis en pleine production. Mais je le leur ai expliqué et je crois qu'ils ont compris. Ils ne m'ont pas boudé pour ça. Donc, mais voilà. Au-delà des enfants, et monsieur lui-même, monsieur lui-même, c'est l'expliquer. Quand on s'est rencontrés, il sait que c'est une femme entrepreneur qui veut épouser. Moi, je n'ai pas caché. Donc voilà, il m'a vu, je suis entrepreneur, je veux continuer dans l'entrepreneuriat. Donc il sait déjà ce que moi je veux faire. Donc avec le temps, on a juste eu le temps de s'ajuster et de communiquer, de faire une bonne planification pour que chacun soit à l'aise. Bon, mais on n'a pas besoin aussi, peut-être que ça dépend
de quelle activité ou dans quelle activité tu es. Quand tu planifies bien, tu n'es pas obligé de tout le temps de 24 heures sur 24 rester au dehors ou dire je suis entrepreneur, c'est pour ça que je dois réfléchir, tu ne dors pas, tu ne manges pas à temps. Non. Moi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le business, il y a un temps pour la maison, il y a un temps pour les enfants. Le business, ça peut attendre. Les enfants aussi peuvent attendre. Donc, c'est trouver le juste milieu, mais surtout communiquer. Et quand tu veux consacrer du temps à ta famille, il faut que tu sois là, réellement. Il faut que ça soit du temps, mais vraiment du temps pour eux. Il ne faut pas être là et être dans ton entreprise. C'est-à-dire, pas dérogation. Pas dérogation, ou bien tu es là, mais toutes tes pensées sont ailleurs. Non, moi, en tout cas, moi, je ne le fais pas. Quand je suis là, je suis là. Quand je ne suis pas là, je suis au boulot, je suis au boulot. Et quand je rentre du boulot, pour moi, quand je veux dormir, je dors. Je ne fais pas, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le week-end, c'est mon week-end. Samedi, dimanche, je ne travaille pas. Surtout le dimanche, c'est mon dimanche, je ne travaille pas, je me consacre à ma famille. Et si entre-temps, il y a eu une grosse commande qu'il faut livrer dans un temps record? J'ai eu des temps où il faut livrer de grosses commandes dans un temps record. Mais j'ai une équipe derrière moi. J'ai toute une équipe derrière moi. Et c'est aussi la planification. Quand tu planifies bien, tu peux le faire. Même s'il y a une commande, la structure qui t'a commandé, c'est que tu dois planifier. On ne peut pas te commander en 24 heures, te dire de livrer ce que tu n'as pas. Et si tu dois le faire, même ce n'est pas tous les jours que tu le fais, c'est expliquer à ton conjoint ou aux enfants que je viens de recevoir une grosse commande, ça va nécessiter que je passe plus de temps au boulot. Ben, excusez-moi, je le fais et tu le fais. C'est la communication et ça va trouver les mots justes pour expliquer ce qu'on veut faire. Ce n'est pas dans l'agressivité, ce n'est pas en montrant à tes enfants que je suis entrepreneur et maintenant je n'ai pas le temps pour toi, mon mari, je n'ai pas le temps, le business m'attend. En tout cas, pour ma part, non, c'est pas sûr. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut citer, parce que vous nous avez cité au moins 5 choses que les femmes chefs d'entreprise doivent savoir, ou bien des comportements qu'elles doivent adopter pour pouvoir réussir? Le respect de l'engagement. Okay. Moi, je tiens beaucoup à ça. Le respect de l'engagement. Le respect de l'engagement. Oui. L'engagement vis-à-vis de tout le monde. Vis-à-vis même de ton conjoint, même de tes enfants. Parce que quand tu respectes ces engagements, mon enfant, demain je serai avec vous. Et que demain, effectivement, tu es avec l'enfant et tu passes du temps avec l'enfant comme tu as promis. La prochaine fois, quand tu vas lui dire, mon chéri, dans 2 jours, bien j'ai une commande, je ne peux pas, dans 1 semaine, on va se voir, il ne va pas bouder, il sera calme. Le respect de l'engagement vis-à-vis de nos collaborateurs. Quand tu prends l'engagement vis-à-vis d'un collaborateur, il faut respecter l'engagement. Et quand tu ne peux pas, appelle-le, aie l'humilité de dire, mon collaborateur, je ne peux pas respecter pour telle raison, mais dans 1 semaine, dans 2 semaines, je peux le faire. Parce qu'il y a des employeurs, excusez-moi, que les employeurs m'excusent, qui prennent des engagements, surtout pour le salaire, mais au finish, on ne donne rien à l'employé et on ne lui dit même pas quand est-ce qu'on va lui donner son petit salaire. Or, on sait que c'est de ce petit salaire que la personne vit. C'est avoir l'humilité de dire, toi-même, voilà, vous constatez, on n'a pas vendu, je ne sais pas, d'entrée, on a eu de difficultés. La semaine prochaine, quand j'aurai d'entrée, je vais te payer et respecter. Quand tu le fais et que l'employé voit que tu as des difficultés, c'est lui-même qui va t'aider à régler ce problème. Engagement vis-à-vis des institutions financières, quand tu le fais,
ils sont toujours là pour te supporter. Engagement vis-à-vis de nos fournisseurs et engagement vis-à-vis, bien sûr, de l'État et des clients. Donc, il y a l'engagement, moi, le premier. La deuxième chose, il y a prendre du temps pour planifier ce qu'on veut faire. Ne jamais se lancer dans un projet qu'on ne maîtrise pas. On ne comprend pas tous les contours, on n'a pas pris le temps de faire un bon business plan et de comprendre du début jusqu'à la fin et on se lance dedans, c'est toujours de risque. C'est prendre le temps de maîtriser ce qu'on veut faire et que ça soit notre boussole, que ça soit devant toi et que tu y réfléchis. Troisième chose, moi l'humilité. Moi je cultive l'humilité et ça paye. Vis-à-vis des collaborateurs non, mais pas seulement vis-à-vis des collaborateurs, mais vis-à-vis, c'est surtout par rapport aux critiques. Quand tu le fais et que c'est pas bien, c'est avoir le cœur d'accepter les critiques, mais les critiques constructives, avoir le cœur de l'humilité de les accepter pour améliorer. Et quatrième chose, c'est avoir du temps pour sa famille, bien sûr, donner du temps pour sa famille parce qu'après le business, eux, ils sont là. Quand le business n'est pas là, ta famille est là pour te soutenir. Et cinquième chose, c'est bien sûr avoir Dieu au cœur de tout ce que nous faisons. Ce sont les freins. Les freins qu'une femme chef d'entreprise peut rencontrer tout au long de son processus de création. Et d'abord, c'est une question vraiment très, très importante actuellement. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui nous montre qu'il faut aller à l'entrepreneuriat. D'abord, il a été prouvé que l'entrepreneuriat, d'abord, n'a pas de genre. Que vous soyez homme ou femme, l'entrepreneuriat n'a pas de genre. Quand on prend le processus, c'est quoi un entrepreneur? On ne va pas faire la jeunesse d'un entrepreneur ici, mais tout le monde comprend, ça n'a pas de genre. Vous y allez. Okay. Et vous subissez les conséquences bonnes ou mauvaises de votre entrepreneuriat. Il n'en demeure pas moins que la femme a une particularité. D'abord, elle a 4 mandats. En tant que femme d'abord. 4? Oui. 4 mandats. Okay. En permanence. En tant que femme d'abord. Et sachez qu'avant d'aller là-bas, la vie est injuste. Doublement injuste pour les entrepreneurs, triplement injuste pour les femmes et surtout entrepreneuses. Donc il faut d'abord qu'elles-mêmes comprennent que... Et comment? Explication. Il faut d'abord que toutes les femmes doivent comprendre que si elles ne se comprennent pas, qu'elles ne comprennent pas leurs problématiques, tous les problèmes qui vont advenir découleront de leur incompréhension initiale. Quand vous êtes femme, vous avez déjà vos propres réalités. D'accord, que vous devez savoir maîtriser. Quand vous changez de statut, vous devez pouvoir vous adapter à où vous allez. Autrement, il y aura problème. C'est souvent celle qui font passer l'exercice-là et madame l'a su bien dit, il faut se connaître, etc. Voilà. Maintenant, le problème, voici, j'allais dire le premier mandat, elle est d'abord une femme. Le deuxième mandat, si elle est épouse, si elle est mère, troisième mandat. Le quatrième mandat, elle est chef d'entreprise. Elle doit gérer tout ça. D'accord? En fait, de cette force, c'est la femme. Et donc, pour continuer sur cette lancée, si elle ne prend pas conscience de tous ces petits détails, eh ben, la famille, si tant qu'elle a une famille, il y aura un problème d'incompréhension. Et le premier obstacle, c'est d'abord elle-même d'abord. Donc, il faut qu'elle fasse une étude sur qu'est-ce que je peux ou je ne peux pas faire. Quel est mon état d'esprit? Vous voyez, il faut avoir un état d'esprit d'évolution. Et aussi de quelqu'un qui doit être en train d'apprendre tout le temps. Parce qu'on nous catalogue souvent en disant que la femme ne se cultive pas, n'apprend pas, etc., etc. Maintenant, deuxième chose, il y a son couple d'abord. Les premières personnes qui vont refuser d'abord, sa belle famille. Ses belles-sœurs, là et tout, qu'à chaque fois qu'ils vont venir, ils vont voir toujours qu'elle est partie ici. Ah tiens, ils vont toujours chauffer le frère ou les enfants. Ta femme est où?
et lui va commencer par... Voilà. Maintenant, il y a quand même une réalité. Quand vous êtes une femme, parce que je fais aussi accompagnement de couple, il y a toujours un problème que vous gérez quand vous les accompagnez. Parce que quand je dis marquez-toi sans bruit, c'est prendre tous les contours pour que le chef d'entreprise, homme ou femme, puisse exceller. D'accord? Et des fois, la famille peut être un frein. Et c'est sérieux. Voilà. Donc, quand la femme connaît son conjoint tôt, où elle n'a pas trop évolué dans son entrepreneuriat, ils sont tout jeunes, et ça pose problème, et puis, mais elle a le temps d'expliquer à son mari, de se connaître, ils ont le temps d'évoluer ensemble, et finalement, il a le temps d'accepter ou pas. Soit il accepte, il évolue, et il lui donne ce temps-là, parce que ne nous leurrons pas, être entrepreneur, c'est prenant. Et donc, le mari s'adapte et tout. Déjà, s'il n'accepte pas, on se sépare, et c'est vraiment dommage. C'est souvent les maris qui n'ont pas confiance en eux, etc. et tout, qui ne peuvent pas comprendre aussi leur épouse. Maintenant, après cela, quand la femme est déjà dans son système, dans l'entrepreneuriat aussi investi, et selon son secteur d'activité, où elle est tout dans partie et tout ça, elle est déjà à un certain niveau, et qu'elle rencontre son nouveau conjoint, si ce conjoint est un salarié, bureau, maison, dodo, il a déjà son rythme, et il prend une épouse du genre, il y aura problème. Il y aura clash. Ça ne dure pas 30. Il y a le faux du début. Oui, mais là, sauf si pas conscient, ils viennent des gens comme nous leur expliquons, on leur parle, les coachs, etc. À ce moment, qu'ils comprennent. Il y a d'autres non. Maintenant, si le mari est aussi un chef d'entreprise, il connaît les difficultés qu'il y a dedans, il accepte. Mais d'autres aussi n'acceptent pas comme par hasard. Ils savent bien, mais ils ne veulent pas que ce soit leur femme. Au début, c'est beau et tout, voilà, la femme est dynamique, c'est peut-être ça qui l'a attiré. Parce qu'en fait, quand on dit amour, il y a souvent quelque chose qui nous a attirés. Et la plupart de ce que j'ai constaté, on a toujours le problème de la chose qui nous a amené vers quelqu'un. C'est quand même extraordinaire. Si cette personne avait l'habitude de faire ça, a fasciné l'homme et tout, et c'est quand il a épousé qu'il voit qu'il y a un problème. Et ça commence par aller dans tous les sens et tout. Donc, quand l'homme n'a pas suffisamment de recul, d'intelligence, d'amour, vraiment d'acceptation, ça va à volo. Mais quand il comprend, il temporise. C'est les familles, c'est la belle-mère, oui, qui pose problème et tout. Donc s'il n'est pas assez fort, il rentre dans leur jeu ou vraiment voilà. Maintenant, la femme, là où je leur dis, parce que vous êtes chef d'entreprise, que vous allez, comment on appelle, ignorer votre réalité en tant que femme, épouse et mère. Et donc, si vous avez des enfants à bas âge, c'est à vous de voir votre équilibre. D'accord? Si vraiment ça perturbe, soit vous mettez ensemble, comprenez ça, c'est comme ça, il ne peut rien. Parce qu'on ne peut pas gagner sur tout, c'est pas possible. Soit vous évoluez à 100%, soit vous gardez votre famille à 100%. Mais quand vous le faites les deux, il y aura des œufs cassés. D'une manière ou d'une autre. Vous avez pour vos enfants, si vous ne pouvez pas prendre des aides, vraiment pour vous aider à vous occuper, à équilibrer votre famille, foyer, ménage, etc. C'est vous-même. Donc, vous le prendre tout, c'est une obligation. Ça dépend de ce que vous voulez dans la vie. Maintenant, si étant que vous devez aussi, quand plus les enfants grandissent, vous devez vite comment on appelle, leur donner la responsabilité. D'accord? Des petites choses et tout, et avec une aide, vous êtes obligé de le faire. À temps, et voilà. Et aussi par rapport au mari, lui donner son temps. Il est vrai que par un moment, vous pouvez partir, si votre business vous amène à voyager, ou des fois vous allez, il y a des conférences, il y a des choses, vous devez nécessairement intégrer tous ces aspects-là dans votre réalité de femme. Parce qu'on dit autonomisation, c'est vrai, mais on n'a pas dit, comment on appelle là, de bafouer votre mari, votre couple. On n'a jamais dit ça. Beaucoup de femmes confondent tout. Et c'est une erreur grave, d'accord? Et il y a beaucoup de divorces actuellement. Même dans les contrées, parce qu'on dit autonomisation, la femme quand elle a de l'argent commence par embêter le mari, mais on voit que c'est un comportement. Oh non! C'est maintenant qu'il faut être plus correct, parce que c'est lui qui est là pour vous soutenir, parce que ce n'est pas facile l'entrepreneuriat. Vous avez des coups, des difficultés, donc c'est cette personne à votre entourage qui vous équilibre. Vous voyez, non, et tout, c'est de lui expliquer. D'accord? Et des fois même de les accompagner, vous accompagne. Même vos enfants aussi, s'ils sont de certains âges, les impliquer dans votre business. D'accord? Et s'il y a même des conférences, y aller qui s'intéressent aussi, ça va arriver qu'eux aussi vont arriver à là. Et donc, la femme, si elle ne prend pas, si elle n'a pas confiance en elle,
elle ne prend pas en compte ces réalités de façon femme, c'est la réalité, on n'y peut rien. C'est comme ça. Dans l'ancien temps, qu'est-ce qu'on disait en fond? Nous nous ici, sous nos l'église. C'est-à-dire que l'église, c'est l'homme qui sort. La femme reste à la maison pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, éduquer les enfants, subvenir à leurs besoins. Donc, quand vous faites, même la salariée aussi a des problèmes en fait. La salariée, nous ne confondons pas. Enfin, il ne faut pas que nous oublions que la femme salariée a les mêmes problèmes que la femme entrepreneur. Mais ce qui est bien chez la femme entrepreneur, c'est quoi? Elle a son temps, elle peut aller à un bureau, au bureau à tel moment, à telle heure. La femme salariée, elle a beaucoup plus de contraintes. Vous voyez? Et aussi, si elle est en entreprise, excusez-moi, c'est son employeur ne l'a pas libéré à temps. Et tout, dans le mari attend tout le monde. Il y a des femmes salariées qui sont en entreprise jusqu'à 22 heures, c'est grave. C'est peut-être ce genre de choses que le chef de l'État et le remercie a compris et a mis la descente à 17h30. Parce que les enfants sont laissés à eux-mêmes, c'est grave. Donc n'oublions pas la femme salariée. Donc l'entrepreneur, elle peut se lever tôt le matin, faire tout ce qu'elle a à faire et tout, et aller en entreprise peut-être à 9h. Donc voilà. Donc elle a cette faculté-là. Et vous savez que l'entrepreneuriat, on a compris qu'il y a des études qui ont été faites, c'est pas moi, que l'entrepreneuriat se féminise, surtout en Afrique, dans les pays subsahariens ou sous-développés ou en voie de développement. Pourquoi? Parce que en premier lieu, la femme, quand elle crée son entreprise, c'est pour régler son problème d'abord, personnel et indépendant. Voilà. Et régler ses petites affaires. Par contre, quand l'homme pense business, il pense grand. Vous voyez? Donc, c'est ça la difficulté. Maintenant, la femme aussi, le problème qu'elle a, c'est qu'elle a une dualité qui chamboule un peu sa tête. Quand elle rentre dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément tout se caler. Non. Elle lève avec cette petite affaire rentre et tout. Des fois, c'est le business qui l'entraîne même à aller loin. Donc, en ce moment, elles sont confrontées à deux réalités. Soit elles rentrent dans le business vraiment et elles évoluent avec les conséquences que ça peut entraîner. Voilà, ou carrément, elle fait en sorte qu'elle freine mentalement. Des fois, elle n'a pas conscience. Parce qu'elle sait ce qui peut arriver et tout. Il y a d'autres femmes, elles ont le caractère en griffe d'homme, si je puis m'exprimer ici. Déjà, leur business est déjà grandiose, elles savent déjà et tout, et là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la majorité des cas, elles ont créé leur business tranquille. Mais il y a l'affluence, la classe, ça a pris et tout, ça les déstabilise et c'est un problème familial. Le mari n'est pas content parce qu'il y a la jalousie, il y a ça aussi, cet aspect dans la famille, dans les foyers. Parce que le mari est jaloux, parce que c'est maintenant la femme, c'est-à-dire en grippe, la paix a changé de camp. C'est la femme maintenant qui fait de l'argent et le monsieur se sent déséquilibré et désemparé parce que, donc si cette femme n'a pas l'humilité, comment? Madame, quand on l'a dit, il faut qu'on se découvre tout le temps ce qu'on n'est pas. On se découvre tout le temps, tous les jours. Donc il faut que nous faisons vraiment un développement personnel. Nous sachions vraiment gérer nos émotions. C'est ça qui fait qu'il flanche. Il y a des envolées verbales au niveau des foyers. La femme n'arrive pas à maîtriser, ça va dans tous les sens. Donc quand la femme comprend ça, c'est elle qui va rassurer son homme. Vous comprenez? Mettre le temps pour freiner Il faut le dialogue. Oui, il faut le dialogue, il faut l'humilité, la politesse, voilà, et le respect. C'est très important le respect. D'accord? Et aussi, franchement, l'impliquer dans le business. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des hommes, on ne va pas se mentir, ça pose problème. Quel que soit ce que vous ferez, ça leur pose énormément de problèmes. Et donc, ces hommes-là, je leur demanderais, franchement, c'est pour leur bonheur. Si ça marche, c'est pour le couple. C'est pour leur avenir et l'avenir des enfants. Donc, ces hommes, je leur demande d'accompagner leurs femmes, de les aider à évoluer. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant, très intéressant ce thème du jour. Nous allons marquer une petite pause et on revient dans un instant.